Alors c'est là-dessus qu'arrive donc le projet Hercule, qui pointe le bout de son nez depuis. Ça date le lancement, enfin l'idée du projet Hercule. Octobre l'année dernière à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, on a commencé à entendre parler, c'est tout à fait récent. Donc est-ce que, alors avant que tu nous parles du projet Hercule, on va juste envoyer cette petite séquence qui le résume, voilà, et qui va expliquer tout ça. C'est quoi le projet? C'est quoi le projet Hercule? C'est un projet de réorganisation d'EDF voulu par Emmanuel Macron et présenté par la direction du groupe. Il est décrit comme une solution pour qu'EDF puisse faire face à sa dette et finance ses investissements pour la production nucléaire et renouvelable, le stockage et le développement du véhicule électrique. Le projet prévoit qu'EDF se sépare en deux entités, EDF Bleu et EDF Vert. EDF Bleu regrouperait la production nucléaire, la production thermique, le commerce de gros, ainsi que la production hydraulique et les réseaux de transport de l'électricité. EDF Vert regrouperait toutes les autres entités du groupe, distribution, commerce, services, EDF Renouvelable et les filiales Outre-mer. EDF Bleu pourrait être renationalisé à terme, alors qu'EDF Vert aurait son capital introduit en bourse et serait ouvert à l'investissement privé. Hercule, c'est un petit peu l'aboutissement de 15 ans de libéralisation du secteur de l'énergie qui n'a pas apporté ses bénéfices attendus, ni baisse de tarifs, ni construction de moyens de production par les nouveaux entrants dans le secteur de l'électricité. Et donc Hercule vise à ouvrir une nouvelle phase avec la désintégration de l'entreprise EDF. Désintégration, ça signifie finalement couper l'entreprise en deux morceaux. D'un côté, les activités de production nucléaire et thermique et peut-être de l'hydraulique, et de l'autre côté, de créer une grosse société dans laquelle on mettrait Enedis, EDF Renouvelable, Dalkia, la direction commerce d'EDF et la DSEI, c'est-à-dire EDF en Outre-mer. Alors, comment on a choisi ces entités dont on va ouvrir demain 35% du capital? Eh bien, c'est très simple. Les activités d'Enedis, c'est du régulé, c'est des revenus garantis fixés par la Commission de régulation de l'énergie. Dalkia, c'est des délégations de services publics pour des réseaux de chaleur, par exemple. EDF en Outre-mer aussi, ce sont des revenus garantis. Et EDF Renouvelable, ce sont des contrats photovoltaïques ou éoliens, donc avec des contrats sur 15 ou 20 ans. Donc, en fait, on est en train d'ouvrir le capital et privatiser les activités qui rapportent le plus et qui ont des revenus garantis. Étape nouvelle aussi dans la dérégulation, puisque EDF n'aura plus le droit d'être à la fois producteur et commercialisateur de sa propre électricité, un peu comme le boulanger qui n'aurait plus le droit de fabriquer son pain dans l'arrière-boutique et ensuite le vendre en vitrine. Et finalement, la production d'EDF, comme le pain, on devra aller la vendre chez Leclerc. L'avenir de certaines entités qui sont aujourd'hui au sein d'EDF n'est toujours pas garanti. Je pense notamment à l'ensemble des fonctions support. C'est plus de 5000 salariés aujourd'hui, ou les activités de recherche et développement, pour lesquelles EDF n'a donné aucune garantie sur leur position future. Alors il y a deux choses qui peuvent nous interpeller dans ce dossier. La première chose, c'est que nous, on est plutôt d'accord sur le fait que le secteur de l'énergie ne fonctionne pas correctement. Et pourtant, le gouvernement propose aujourd'hui une mauvaise solution, accroître la dérégulation et privatiser. Et la deuxième chose, c'est que cette proposition est sur la table aujourd'hui à l'initiative exclusive d'EDF et du gouvernement. La Commission européenne n'a absolument rien exigé de la France en la matière. C'était un petit résumé donc, pour présenter le projet Hercule dont tu vas nous parler. Juste avant de commencer, je vais juste citer, c'est Aurélien Bernier dans une interview. Alors Aurélien Bernier, c'est un essayiste spécialiste à la fois des questions énergétiques et environnementales et de l'Union européenne. Et il qualifie le plan Hercule, semble relever de ce que vous appelez, semble relever de la déintégration. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce terme-là et du coup le projet Hercule, en quoi il consiste réellement? Déjà, quand on dit entreprise intégrée, il faut redéfinir ce que c'était, faire rappeler ce que c'était. EDF, entreprise intégrée, c'était production, transport, distribution et commercialisateur qui étaient la même entreprise.
ce qui fait qu'il n'y avait pas de coût entre les niveaux. Quand on a commencé à désintégrer ces entreprises-là, on a séparé la production du transport, les grosses lignes, de la distribution, les petites lignes qui arrivent jusqu'à chez vous et le commercialisateur. Et chaque fois, on a rajouté des coûts au milieu. Je prends un exemple. Un barrage hydroélectrique aujourd'hui est une unité de production avec une rentabilité. Quand le transport vient entretenir les disjoncteurs qui sont à la sortie de l'usine, qui sont des gros disjoncteurs qu'il faut entretenir régulièrement, quand ils viennent l'entretenir, il est obligé d'arrêter la production du barrage. Et donc le barrage demande une indemnité à RTE pour compenser ce qu'il n'aurait pas pu vendre. Donc RTE paye cette indemnité, mais RTE rentre cette indemnité dans ses coûts d'acheminement, dans ses coûts de trucs, qui eux se répercutent sur l'usager au bout du compte. Et pareil pour la distribution. Enfin, voilà, on a tout un système comme ça qui fait qu'on a désintégré, mais entre chaque entreprise, il y a des systèmes de régulation qui coûtent aussi de l'argent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est quand même assez énorme de dire qu'un service qui était global, une seule entreprise qui faisait tout. Alors c'est pas la seule entreprise qu'on désintègre comme ça, puisque toutes les grosses entreprises capitalistiques ont fonctionné comme ça. Mais là, c'était quand même une entreprise EDF qui a encore 85% de capitaux d'État et qui aujourd'hui irait dans une désintégration avant même qu'on ait complètement privatisé. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Entre l'entreprise intégrée et l'entreprise désintégrée, ça coûte plus cher aussi. Voilà. Oui, donc, sauf que dans ce cas-là, ils ont quand même, en tout cas c'est dans le projet, ils en parlent, la volonté de renationaliser du coup une partie. Alors, oui. Il y en a qui peuvent le croire. Voilà. Oui, d'accord. Non, alors, quand la partie qui va être renationalisée, soi-disant, c'est bon, la partie nucléaire. Oui, c'est passé, là pour l'instant c'est 85% pour l'État et ils voudraient monter jusqu'à 100%. Enfin, voilà, mais c'est des bruits de couloir, on va dire. Voilà, c'est quand même sur des papiers syndicaux. Le nucléaire et l'hydraulique. L'hydraulique, ce qu'il en restera, puisque tout à fait. Voilà, on fait le barrage. Donc après, quand on revient sur le nucléaire, bon, le nucléaire, la loi de transition énergétique dit qu'il faut baisser à 50%, on fait la loi de transition énergétique, et puis la dernière décision du gouvernement, qu'il faut baisser la production de nucléaire, la part de production nucléaire en France à 50% d'ici 2035. Il faut fermer 14 réacteurs, je crois. Oui, c'est d'ici 2035. Oui. Voilà. 14 réacteurs, ça ne se ferme pas comme ça. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a des coûts énormes de démantèlement Voilà. de ça. Donc aujourd'hui, le nucléaire, ce n'est pas quelque chose qui sera rentable demain. Donc ça, on le laisse à l'État. On nationalise les pertes et on privatise les profits. Voilà ce que c'est le projet Hercule, si je veux le résumer de façon très 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 rapide. En fait, ce qui est en plus, bon, l'État, il faut savoir qu'en France, mais partout dans le monde, l'État garantit en cas d'accident nucléaire une certaine part. Enfin, il y a des assurances qui garantissent une partie et au-delà, c'est l'État. Donc il vaut mieux effectivement que le nucléaire reste dans l'État, mais enfin, ça ne veut pas dire que l'État va continuer à se gaver, à fonctionner comme une entreprise. Il va y avoir des coûts énormes de démantèlement qui fait que plus il faut en construire de nouvelles, plus il faut moderniser les actuelles. De toute façon, c'est quelque chose qui va coûter la nation. Voilà. Surtout qu'on n'a pas énormément de recul en ce qui concerne les coûts réels de démantèlement d'un réacteur. Ah non, parce que je crois qu'ils avaient basé sur le démantèlement d'un réacteur en Allemagne, il me semble. Ils avaient pris ça pour exemple, mais que quand ils ont regardé dans le détail, je crois qu'ils avaient chiffré à 11 milliards d'euros. Quelque chose comme ça, le démantèlement, sauf que quand ils regardent ce qu'ils devraient faire sur notre parc, ils se disent ouais, mais là on est loin. Alors est-ce que ce flou justement qu'il y a et cette incertitude, c'est pour ça qu'on a retiré le nucléaire de la privatisation, parce qu'on aurait très bien pu le privatiser en fin de compte. Le privatiser, ça ne serait peut-être pas passé parce que voilà, enfin, en France, le nucléaire est plus ou moins accepté, on ne peut pas débattre. Mais tant que c'est public, que la privatisation du nucléaire, c'est quand même une étape de plus, quoi, je pense. Tu ne crois pas qu'ils seraient capables? Oui, aujourd'hui, ils sont capables de tout. Ouais. Mais bon, c'est peut-être leur prochaine étape, on va faire attention quand même. Peut-être qu'on va avoir des entreprises qui vont se faire payer pour démanteler. Après, ça n'intéresse pas forcément les entreprises, justement, pour ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que le démantèlement, ça prend, je ne sais pas, mais c'est sur une trentaine d'années. Oui, 25 à 30 ans. Entre 15 les petites et puis jusqu'à 25-30 ans les grosses. Ouais. Puis en plus, bon, on est sur des centrales qui, les toutes
premières n'avaient pas été construites pour être démantelées ensuite. Donc celles d'après, oui. Mais donc après, c'est quelque chose de très lourd, de très compliqué à faire. Techniquement, ça coûte beaucoup d'argent, ça prend beaucoup de temps. Et effectivement, le nucléaire, si on dit aujourd'hui on en sort, c'est une décision du gouvernement. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus, mais parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'énergie la moins carbonée. Et l'urgence, c'est quand même ça, rejeter le moins de CO2. Mais en fait, si on prend la décision d'eux, il faut aussi assumer les coûts. Et c'est vrai que, alors EDF a des provisions sur le démantèlement, mais enfin, c'est pas la totalité quand même. Voilà. Ouais, mais ça coûtera beaucoup d'argent. Voilà. Donc le nucléaire qui reste à la nation, il y a une logique, mais il faut savoir que c'est l'impôt qui va payer à ce moment-là, puisque c'est pas EDF qui va payer le démantèlement. Ou alors il faudra le facturer aux Français aussi. Et dans cette logique-là, tu penses qu'ils ne monteront pas à 100% du capital nationalisé Oh, ils peuvent aller à 100%, mais enfin, il y a ça plus ne change pas grand-chose. En fait, on est un actionnaire négatif, là, il n'y a plus rien à gagner. 100% de quelque chose qui va coûter, qui ne va plus rapporter. Oui, en gros, l'État garde ce que les autres ne voudront pas et commercialise essentiellement, comme l'a dit la personne tout à l'heure. Tout le reste du marché. Voilà. Et là où ils ont une visibilité en plus, puisque justement maintenant ils ont le recul. Et puis surtout, l'idée, le nucléaire, c'est quelque chose qui est un investissement à 30-40 ans, plus après 20 ans ou 30 ans pour démanteler. Donc c'est quelque chose que le capitalisme aujourd'hui, oui, il n'a pas, ça ne l'intéresse pas. Voilà. Il ne regarde pas à 30 ans, oui, c'est vrai. En fait, par contre, ce qui l'intéresse, c'est que les kilowattheures qui sont produits actuellement, ils puissent les avoir à disposition, d'où la loi nommée de 2010-2011 de Sarkozy qui disait que... Oui, alors explique-nous un peu cette loi nommée, ce qu'elle a... Alors, cette loi nommée, nouvelle organisation du marché de l'électricité, ça veut dire, c'est une loi qui disait il n'y a pas assez de concurrence en France, il va falloir la favoriser. Comme les petits commercialisateurs ne veulent pas investir à 30 ans, ils ont construit que des petits éléments de petites centrales de production, donc ils n'avaient pas beaucoup de kilowattheures à vendre sur ce marché qui devait s'ouvrir un maximum. Et comme ils n'avaient pas assez de kilowattheures, ils ont demandé à l'État d'en récupérer un petit peu. Donc il y a une décision, une loi qui a été prise par Sarko, qui a dit 25% de l'électricité nucléaire, à concurrence de 100 TWh, pour donner quelques chiffres plus précis, seront consacrés à la concurrence qui pourra l'acheter à prix coûtant. Et il y a un prix qui a été fixé à 42 € le mégawattheure, qui est un coût qui ne veut plus réunir maintenant, puisque depuis l'accident au Japon, il y a eu des modernisations, il y a eu des coûts, et aujourd'hui, 42 €, c'est plus bas que ce qu'on produit l'électricité nucléaire en mégawatts. Donc voilà, alors c'est quand même un truc complètement aberrant. Nous on parlait à l'époque on faisait la comparaison, c'est comme si Michelin vendait ses pneus à Goodyear ou autre au prix coûtant en disant je vous donne des pneus, vous allez les vendre et vous allez faire du fric dessus. On est à cette situation. Et là ce qui évolue dernièrement, c'est que avec le projet Hercule, le patron d'EDF, le président d'EDF avait demandé à dire je veux renégocier le prix de l'accès au nucléaire, l'AREN, l'accès réglementé à l'énergie nucléaire historique. Ouais. Je veux le renégocier. Donc c'est en train de se renégocier, mais pas obligatoirement comme je pense qu'il le pensait. Il voulait lui voulait avoir un prix plus juste. Bon, aujourd'hui, ce qui est en train de se dessiner, c'est que le gouvernement souhaiterait que EDF mette la totalité de sa production nucléaire à disposition du marché. Et donc, dans le projet Hercule, on sépare la production du commercialisateur EDF. Et donc, EDF, commercialisateur, devra racheter à EDF producteur les kilowattheures, au même titre que Poveo, enfin, un autre producteur, un autre commercialisateur qui pourrait. Donc, on est dans un marché, encore une ouverture qui n'est pas de plus... Ouais, c'est grave. C'est effectivement des papiers qu'on avait abordés, que tu m'avais envoyé aussi. D'ailleurs, tu m'as envoyé un document qui parle justement de ce prix fixé à 42 €. EDF devra vendre l'intégralité de sa production hors volume déjà contractualisé sur le marché européen. Alors, c'est-à-dire ? Il y a des gros marchés qui sont achetés en prix de très gros avec des parties de production qui sont déjà importantes. Cela ne sera pas touché. C'est vraiment les électro-intensifs, c'est les grosses entreprises qui consomment beaucoup, qui avaient en 2000 obtenu d'avoir des prix, de ne pas être dans un prix qui flamme, d'avoir un prix fixé. Donc ça ne bougera pas. Mais par contre, tout le reste devrait être mis. Alors,
C'est pas encore fait, c'est aujourd'hui des orientations. Oui. Je rappelle que l'histoire d'EDF voulait renégocier le prix de la reine, mais derrière, aujourd'hui, le gouvernement semble se décider, c'est les derniers écrits qu'on a pu voir dans la presse, à aller vers la totalité du truc, c'est-à-dire de pousser jusqu'au bout la désintégration de l'entreprise, c'est-à-dire que EDF producteur nucléaire vendra à tout le monde, y compris à lui-même, un prix du marché. Oui, parce qu'il y a même des choses de lesquelles EDF est exclu, justement, pour garantir qu'il ne soit pas forcément sur certaines spéculations, il est même exclu. Oui, EDF devient un commercialisateur comme les autres par rapport au truc. Il ne peut pas avoir de prix préférentiel avec sa entreprise. Donc là aussi, il y a quand même une manœuvre européenne, puisque c'est pour une ouverture au marché européen. Donc ça aussi, c'est pour un peu graisser la patte ou... C'est la façon de fonctionner du marché, et c'est bien la grosse différence avec le service public intégré, qui était, on produit le moins cher possible, on transporte et on distribue le moins cher possible. Aujourd'hui, le marché dit on produit le moins cher possible, ça c'est bien, ça marche toujours bien, mais derrière, on va pouvoir vendre le plus cher possible. Oui, parce que le tarif imposé, donc la reine, avant, c'était quoi, un plafond ou un minima ? C'était le prix coûtant, soi-disant, qui avait été calculé à l'époque, en 2010-2011, qui avait été calculé en disant le mégawattheure nucléaire, il vaut ça, 42 € en production, en entretien, en prévoyance pour les centrales. Et ça, c'était un prix qui a été fixé, négocié à l'époque, qui était déjà un petit peu juste. Mais depuis, le surcoût par rapport à la sûreté nucléaire a fait que le coût d'EDF est bien au-dessus de 42 € depuis déjà un moment. D'accord. Et donc là, ce qu'on parlait tout à l'heure, cette histoire de corridor, alors j'ai vu que du coup, ils veulent mettre un minima et un plafond. Ouais. Mais du coup, ça sert à quoi? Enfin, c'est pas... Le tout, c'est parce qu'il parle d'un plafond maximum entre le haut et le bas de 6 €. Pour éviter les fluctuations. On ne sait pas encore quel niveau au-dessus de 42 € sera placé sur le bas du corridor et le haut du corridor. Oui, mais enfin, de toute façon, les prix concurrents se maintiennent. Je veux dire, il n'y a pas forcément besoin d'un corridor. Si tu penses que c'est quelque chose qui peut être utile? Non, franchement, non. Ouais, non. Je pense que c'est juste pour dire qu'il y a une certaine régulation, mais bon. C'est pour montrer on est encore là, voilà. On regarde, mais voilà quoi. Voilà, mais bon, je pense vraiment que là, c'est pas encore complètement finalisé ce truc-là, mais c'est vraiment de dire on va augmenter le prix du truc, on laisse une petite marge, une fluctuation, et derrière chacun fera son beurre. Mais bon, de toute façon, l'accès de cette énergie nucléaire aujourd'hui, elle allait à la France, là, elle ira aux commercialisateurs, alors qu'ils revendront aux Français. On sort un petit peu du truc, et qui, au bout du compte, feront une marge financière, puisque le but du marché, c'est ça, c'est d'acheter un produit, de le transformer ou de le transporter et de le vendre, et derrière de faire du fric au travers. Alors qu'avant, l'entreprise intégrée, elle ne se posait pas cette question. Elle le produisait, elle le vendait à prix coûtant, puisqu'y compris EDF n'avait pas de but lucratif, n'avait pas besoin de gagner de l'argent, il suffisait d'équilibrer ses comptes. Donc on a aussi changé complètement le fonctionnement. Si ça, là-dessus, nous... Le marché, c'est une chose, le fonctionnement économique, c'en est une autre, mais derrière, nous, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir une énergie qui est un produit de première nécessité, qui est un besoin essentiel. On est quand même aujourd'hui à 12 millions de personnes en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont du mal à payer leur facture d'électricité, leur facture d'énergie en général. On ne peut pas avoir 12 millions de personnes et dire on va continuer à laisser flamber les prix. C'est un gouvernement qui va dans ce sens-là. C'est un gouvernement qui ne travaille pas à l'intérêt général, qui travaille à mettre à disposition de ce marché qui existe sur des capitaux qui, eux, vont faire du fric, qui vont le faire payer à l'ensemble des usagers. Qui, de toute façon, un yaourt, on peut dire qu'on va l'acheter d'un côté ou à un autre, on a le prix, mais l'électricité qui arrive, on ne pourra pas l'acheter rarement, même si on change de commercialisateur. Après, c'est un truc complètement abstrait. On a plusieurs commercialisateurs, on peut avoir plusieurs factures, plusieurs éléments en tête de facture. Mais bon, quelque part, le réseau et le fil qui arrive, c'est le même. J'ai perdu ma régie, c'est dommage, j'avais une vidéo envoyée. Mais d'accord, en tout cas, là aussi, c'est un point d'accord parmi les syndicats, apparemment, oui. Parce que je ne connais pas de défenseur de... Enfin, vous êtes tous d'accord sur ce point-là. Le projet Hercule a des conséquences qui sont graves, a priori.
Qui sont très graves, qui sont dénoncés par tous les syndicats, effectivement. Alors qui vont même jusqu'à l'emploi, puisque il parlait, il y a des secteurs où ça représente peut-être 5000 emplois qui vont peut-être être remis en question. Alors pas forcément qui vont sauter, mais qui vont être remis en question, en tout cas dans leur fonctionnement. Ben, dans leur statut aussi de salariés, puisque au travers des entreprises EDF-GDF, la nationalisation, il y a une mission de service public, mais aussi un statut de haut niveau pour que justement les salariés d'EDF et de GDF se consacrent entièrement à cette mission de service public. Donc aujourd'hui, il y a un statut qui est quelque chose qu'on défend aussi, puisque c'est un partage des richesses qui est un peu plus juste peut-être que ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc on continue à le défendre. Mais effectivement, dans le projet Hercule, il y a tout ce qui est la partie EDF vert, une partie qui est appelée à sortir du statut, même si pour certaines entreprises, elles gardent des missions de service public comme le réseau, qui est quand même un élément aujourd'hui qui normalement doit garantir la péréquation tarifaire, c'est-à-dire de payer le même prix n'importe où qu'on le soit en France, le réseau, c'est lui qui prend les surcoûts, quoi. Voilà. Et donc on fait payer le truc, y compris, on parlait dans le film de la Corse, des systèmes insulaires, électriques insulaires, fait que aujourd'hui, il y a une continuité de service public, et on paye en Corse ou dans les dom-toms le même prix d'électricité que sur le continent, même s'il y a des coûts plus importants. Voilà. Donc, et tout ça est remis en cause par cet éclatement, y compris la question de la péréquation tarifaire est remise en cause complètement. Oui, ce qui fait un lever de bouclier de la part de beaucoup d'endroits. D'ailleurs, si on a les deux vidéos qui suivent, tu parlais justement des SEI, c'est ça? Des systèmes électriques insulaires. Hein. Oui, c'est ça. Ça fait partie, oui, les deux séquences que l'on va voir là juste après, c'est effectivement, donc on a vu la Corse dans le film précédemment. Là, on va voir, je crois que c'est la Réunion, de mémoire sur la séquence, il me semble qu'on va voir la Réunion. Vous allez voir qu'ils ont très bien compris aussi. J'ai mis ces deux séquences côte à côte parce qu'en fait, c'est le même discours et à des kilomètres d'écart. C'est-à-dire que faut vraiment prendre conscience qu'il y a pour une, je vais pas dire pour une fois, en plus j'allais le dire, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même vraiment une homogénéité dans le combat. C'est-à-dire que, ok, alors je sais pas si c'est les syndicats qui font bien leur boulot sur l'action, mais c'est vrai que la communication est la même. Alors je te dis ça, tu vas voir pourquoi, parce que ton exemple de pneu, il est repris dans ces séquences et c'est exactement cet exemple-là qui est utilisé chez CGT. Ouais, tu m'entends? Je t'entends pas. Et là, tu vas m'entendre? Là, tu m'entends? Toujours pas, mais... Tout de suite, comment tu es? Et là, tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais, super. Enfin, je t'entends pas, presque pas. Vas-y, mets plus fort. Oh, t'es bien exigeant, toi. Ouais, t'as vu. Et là, tu m'entends? Ouais, là, c'est parfait. Voilà, impeccable. Bon, c'était juste pour te dire que tu as ton micro qui est très mal placé, en fait. Qui est très mal placé? Ouais, en fait. Alors, attends, je peux t'arranger ça. C'est mieux, là? Ouais, c'est un petit peu mieux, mais en fait, t'es pas obligé de le mettre vraiment sur ta bouche. C'est pour ça que tu m'as dit qu'il était mal placé. Ouais. Là, c'est mieux? Ouais, ça va. C'est un petit peu mieux parce qu'en fait, on avait une différence de son entre Jean et toi. Et c'est pas très pratique. Ouais, bon, je vais mettre un petit peu, je vais montrer mon visage parce que sinon... Ah oui, montre-toi un peu, tiens, avant qu'on voie les séquences. Ouais, ils vont être tous tristes. Bah déjà, tu me demandes d'envoyer des séquences, t'es gentil, toi. Tu mets ça dans plusieurs dossiers, dans machin. Donc on parle toujours d'Hercule. Il n'y a que 2 dossiers, hein. Il y en a un barrage et un Hercule. Ouais. C'est pas encore 22 heures. C'est pas encore 22 heures. Ouais, mais faites pas les malins, c'est dans un quart d'heure. Donc vous voyez, là, je me calme un peu, là, je suis tranquille, là. Mais passé 22 heures, on va se lâcher un peu, on va poser des questions qui fâchent, etc. Quoi. Ouais. Voilà. Mais là, pour l'instant, je suis calme. Ça va pas durer. Donc, la vidéo que tu veux qu'on lance, c'est la vidéo numéro 6, les salariés d'EDF rassemblés à Bordeaux, c'est ça? 6 et 7. Il y a Bordeaux et La Réunion, oui, ça doit être 2 vidéos à peu près similaires. Ouais, les syndicats, et l'autre, c'est les syndicats mobilisés pour dire non au projet Hercule. C'est bien ça? Ouais, ça doit être ça. Envoie, je te dirai. Franchement, c'est 6 et 7 normalement, voilà. Ouais, bah, je vais t'envoyer ça, mais je sais pas si tu mérites que je te l'envoie, c'est ça le problème. Tu mettras plus fort parce que du coup tu fais des vannes en chuchotant et c'est moins percutant chez nous. Ouais, ouais, je vais mettre plus fort, t'inquiète. À partir de 22 h, je vais vraiment mettre plus fort, tu vas voir. Fort, Je voilà. sais pas si tu vas vraiment apprécier en fait. Allez, ouais, c'est bon, je vais te les envoyer tes vidéos là. Merci monsieur. Allez, c'est parti.
la population qui est menacée. Puisque avec ce projet-là, c'est le démantèlement de la partie, on sépare en deux les deux entités. On va créer EDF Bleu qui va être une partie gérée par l'État et qui, elle, sera déficitaire, avec une partie EDF Vert qui, elle, sera privatisée. C'est la partie où on aura toutes les entreprises comme Enedis qui va générer des profits énormes et qui vont partir de la nation. C'est notre bien commun qui disparaît. Puisqu'on aura un secteur privé qui va demander à se faire rémunérer, et bien forcément les factures ne feront qu'augmenter, ça c'est clair et net. Un piquet de grève devant le siège EDF du boulevard Mandela ce matin, avec des salariés mobilisés contre le projet Hercule du gouvernement qui prévoit de scinder le groupe EDF en deux entités, une réforme que les syndicats ont du mal à accepter. À gauche, il y a tout ce qui va assurer à M. Macron la sûreté nationale, donc les grands barrages électriques et le nucléaire. De l'autre côté, vous aurez Enedis, Dalkia, la DSEI, donc ça veut dire la Guyane et Pays d'Outre-mer, etc. Donc toutes les autres petites entreprises filiales du groupe EDF-SA seront de l'autre côté. Ce que les gens doivent comprendre là, c'est que ce qui permettait d'avoir à tous les Français un même prix de l'électricité et pas trop onéreux, ce sont là où l'électricité est moins chère, c'est-à-dire que dans les barrages hydroélectriques et dans les centrales nucléaires. La DSEI, la Direction des services insulaires, dont dépend la Guyane, est impactée directement par ce projet. Ce projet a pour but de s'orienter vers le démantèlement de l'entreprise. Les syndicats craignent notamment la fin des tarifs régulés pour les abonnés. Ça veut dire qu'on va droit vers une casse sociale et une casse du service public de l'énergie. Les gens doivent bien comprendre. Nous cabriga vrai, nous cabriga pour nous travail, mais nous cabriga aussi pour tarif électricité. Pour l'instant, il y a un mot d'ordre de grève nationale aujourd'hui. En fonction des réactions, il y aura peut-être une évolution, voire un durcissement sur ce mouvement. Un mouvement qui a impacté en Guyane le fonctionnement de la centrale électrique de Dégradé-Cannes. Et sur le littoral, 3 agences n'ont pu effectuer l'accueil du public. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet. Donc voilà, bah oui, même en Outre-mer, ils ont bien compris, ils ont bien suivi l'histoire, ils sont même très mobilisés apparemment, ils font du bruit. Vous êtes, c'est une question qui sort aussi un peu du cadre, mais il y a une vraie communication qui arrive à se faire avec les syndicats Outre-mer et avec, il y a une coordination réellement de ça? Oui, notre fédération rassemble tous les syndicats de l'énergie, du CEA et des mines d'ailleurs. Et derrière, le côté Outre-mer, oui, il y a un vrai lien qui est fait avec des personnes qui s'en occupent directement. Enfin, il y a du lien qui est fait de façon... Mais c'est d'autant plus important que les systèmes électriques insulaires étaient financés par EDF avant. C'est toujours EDF qui finance, mais c'est payé par l'ensemble des usagers parce que c'est la fameuse CSPE, la contribution au service public d'électricité, qui paye deux choses, le système électrique insulaire, mais ça c'était pas le gros de la facture, en gros le gros de la... Mais par contre maintenant on paye aussi les énergies renouvelables avec les obligations d'achat qui ont été signées pour 20 ans, là, 15 ou 20 ans depuis quelques temps. Voilà, donc c'est la CSPE, alors chaque fois qu'on dit on a un système de service public, on le maintient, c'est bien parce que sur ces pays-là, si on ne maintient pas le service public, le prix de l'électricité va flamber, ça va être une catastrophe. Donc on le maintient, mais derrière, aujourd'hui on le fait payer à tous les Français. Alors que on était sur un fonctionnement d'entreprise intégrée, encore une fois, qui posait les choses différemment. Voilà. Donc le système électrique insulaire, il a son importance, on y est très attaché. Ça fait partie des missions de service public qu'il faut absolument garder, qui peuvent s'écrouler aussi, parce que on l'a vu sur la liaison Corse, par exemple, c'était aussi le lien, la continuité de service public. Donc c'est une question de continuité de service public, ça s'organise, et là aussi l'État sur moi dire comme il est en train un petit peu avec le projet Hercule, où est-ce qu'on va situer les systèmes électriques insulaires, normalement dans l'EDF bleu, payé par les Français, mais voilà, donc et les gains qui pourraient être faits sur l'EDF vert ne viendront plus financer le système électrique insulaire. Voilà, ça pose problème. Enfin, du coup, ces territoires-là vont poser problème.
Ils vont avoir un coût qui avant était noyé dans une masse, qui aujourd'hui vont se retrouver un peu plus. Et puis après, effectivement, les gens peuvent dire mais pourquoi je paye pour lui alors que voilà. Donc on a vraiment, on revient sur ce qu'on dit tout à l'heure, le service public c'était une chose, le marché ouvert c'en est une autre. Et là, ces problèmes-là se posent. De même que pour la gestion de l'eau, ça a été bien évoqué tout à l'heure, les barrages hydroélectriques ont fait l'électricité. Quand on les a construits, la région du Rance-Verdon, ici, dans les années 70, il y avait plusieurs missions de service public. Il y avait faire l'électricité et gérer l'eau. Oui. Demain, si on sépare, si on privatise les barrages, comment on va faire pour l'eau? C'est-à-dire que l'eau devient une ressource qui aujourd'hui est dans un intérêt général, gérée dans le cadre de l'intérêt général. Demain, le privé qui aura le barrage, lui, l'eau, il est à moi, il va dire, je la fais payer, quoi. Mais surtout que, bon, je suppose qu'on a des barrages aussi en Outre-mer, non? Oui, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a en Corse, oui, il y en a. Mais il y a beaucoup de thermiques classiques, enfin de thermiques. Sauf qu'ils ont une importance peut-être un petit peu plus, qui va au-delà de la production d'électricité, encore plus qu'en France, parce que certains régulent quand même l'apport en eau de certaines villes. Enfin, Alors ici dans la région, oui, c'est une particularité. D'ailleurs, la canicule qu'on a eue l'été dernier, c'est moins recentré en région de PACA, alors qu'il faisait plus chaud, parce qu'on avait ce système de régulation. Il y a des endroits où il fait moins chaud, où ils ont eu vraiment la pénurie d'eau, parce que la gestion de l'eau n'est pas faite de la même façon. Alors Outre-mer, oui. Je ne peux pas trop me prononcer, je ne connais pas trop, mais Outre-mer, c'est obligatoirement plus cher parce que c'est loin de tout. Et à un moment donné, on garantit aujourd'hui que le prix doit être le même à Guadeloupe qu'à Tricastin, à côté de la centrale. Alors c'est bizarre, c'est notre énergie qu'on achemine jusqu'en Outre-mer? Non, elle est produite, ils ont des productions sur place. Non. Oui. Elle est produite, comme en Corse, elle est produite sur l'île, sur les îles, mais après, même si ça coûte plus cher parce que c'est des productions un petit peu différentes, même si c'est plus cher, on fait payer le même prix d'électricité en tarif régulé. Voilà. Et donc, c'est ça la continuité de service public. Et la fameuse péréquation tarifaire. Si derrière on explose tout ça, comment on va arriver à maintenir cette péréquation tarifaire, cette continuité de service public, quand aujourd'hui le capitalisme va sans arrêt en disant on le voit sur les hôpitaux, il faut qu'on ait le coût réel. Si on applique le coût réel sur l'électricité en Guadeloupe, ça va être beaucoup plus cher pour les habitants de ces îles-là. Ouais, tout à fait. Oui, bon, après, il y a quand même les accords et les contrats qu'on a en tant que territoire d'outre-mer et qui font qu'on ne peut pas non plus leur faire ça. Enfin... tout est possible. Oui, c'est vrai qu'à l'époque où on est aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. Donc là aussi, oui, il y a vraiment un bloc qui a été fait intersyndical. Pour lutter contre tout ça. Il y a des CGT majoritaires sur les dom-tom ou les syndicats sont à peu près équilibrés? Je ne sais plus exactement la répartition. Il y a un endroit, la CGT n'est pas majoritaire. Je ne sais plus si c'est la Guadeloupe. Je me prononcerai pas, mais globalement, on est dans à peu près la même représentativité que l'on a en France. Alors, la CGT n'est plus majoritaire, mais ça reste le première centrale syndicale sur l'entreprise. D'accord. Et alors, je vais poser pas une question qui fâche, mais vous arrivez à vraiment coordonner des actions et à vous entendre entre syndicats sur ces questions-là, sur des opérations, sur des... C'est toujours assez compliqué, mais il y a des mots d'ordre. Enfin, on a toujours su dans l'énergie avoir de temps en temps des mots d'ordre précis. Alors c'est pour ça que je posais la question, parce qu'il me semble qu'effectivement dans l'énergie, vous avez l'air, en tout cas, de mieux vous entendre. Disons que les problématiques sont mieux identifiées. C'est lié à l'histoire de l'entreprise, l'idée de service public. Je crois que tous les syndicats aujourd'hui qui sont représentatifs à EDF-GDF, enfin ex-EDF-GDF, dans les industries électriques et gazières, sont quand même toujours porteurs de cette notion de service public. Donc aujourd'hui, ça booste un petit peu. Alors, après, ça se démarque des fois au niveau de la Commission européenne, puisque les syndicats sont représentés à ce niveau-là. Des fois, on a quelques petites différences, ça existe. Mais bon, sur le projet Hercule, pour le moment, il y a un front commun qui est quand même assez intéressant. Y compris l'encadrement, y compris la CFDT, y compris, qui sont aujourd'hui sur cette opposition. Alors après, dans l'action, des fois, on est là. Oui, après. L'appel est là, après la participation. Oui, tout à fait. C'est un peu comme dans le journalisme, les sources sont les mêmes, mais après, la manière de traiter l'information n'est pas forcément différente. D'ailleurs, la CGT,
votre fer de lance, a priori, c'est quand même l'information. Enfin, vous essayez d'être, toi personnellement, je sais que tu es très engagé dans des ateliers d'énergie. Oui. Alors, comment ça se passe Comment tu organises ça et qu'est-ce que tu présentes? Tu as un plan pédagogique vraiment? Est-ce que c'est à chaque fois les mêmes conférences? Comment ça? Alors en fait, l'énergie, on est la Fédération de l'énergie, on est porteur de cette notion de service public. Donc le film qui a été fait, qui a été présenté, va aller dans ce sens, c'est-à-dire c'est très complexe l'électricité, hein, l'énergie en général. C'est très complexe, donc les mécanismes d'ouverture du marché sont très complexes, même si aujourd'hui... Volontairement peut-être? Volontairement bien sûr, mais même si aujourd'hui les gens sont plus prêts à entendre des choses qu'avant, il faut l'expliquer. Donc le film a été financé par les cotisations syndicales pour mettre à disposition, pour pouvoir présenter un petit peu de partout. On fait les marchés, on a des informations, et puis on essaie d'organiser un petit peu de partout en France des débats publics sur ces questions-là. Alors, moi, le groupe énergie sur la région PACA, c'était un petit peu une volonté des syndicats de travailler à ces questions-là, mais de travailler aussi un élément qui monte, qui est passé un petit peu inaperçu pour le grand public, c'est que la loi NOTRe et la loi MAPTAN, NOTRe, c'est une nouvelle organisation du territoire de la République, et MAPTAN, c'est mise en place, modernisation de l'action publique territoriale, affirmation des métropoles, c'est la mise en place des métropoles, renvoie sur les régions et sur les métropoles la question de l'évolution de l'énergie. D'accord. Jusqu'à présent, on était une nation ministère de l'Industrie, qui donnait les orientations. Il y en a toujours sur les grands domaines, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent maintenant sur les régions. Donc on a besoin aussi de travailler en décentralisé sur les régions, sur ces questions, parce que bon, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, quoi, hein. Oui, ne serait-ce que la gestion par communauté de communes, ce genre de choses, ça doit changer la donne pour vous. Il y a la gestion des réseaux de distribution, la communauté de communes, il y a la question aussi de tout ce qui est air, climat, énergie. Aujourd'hui, c'est dans les évolutions des choses, les questions énergétiques, le climat et l'air, qualité de l'air, ça rentre dedans. Donc il y a des décisions qui vont se prendre aujourd'hui au niveau des régions, notamment sur tout ce qui est d'énergie renouvelable. D'accord. Donc là, il y a des pourparlers importants pour les évolutions. Il n'y a pas beaucoup de pourparlers. D'accord. Mais nous, on essaye de mettre de la matière pour justement aller voir... Provoquer le débat aussi. Oui. Provoquer le débat, parce qu'il y a des choix qui devront être faits. Et puis les choix qu'on voit dans notre région, si je prends le rail, on voit que c'est pas obligatoirement une notion de service public. Donc voilà, pour le moment, l'idée, c'est surtout il faut améliorer les aspects environnementaux, on peut tout le monde partager, quoi. Mais après derrière, dans les choix qui seront faits, des entreprises, des fonctionnements, de tout ça, il y a donc dans l'orientation, vous êtes bien sur les rails de l'environnemental. Nous, on est... Sans parler de transition énergétique ou de faire de la novlangue, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui rentre maintenant dans les priorités. Complètement. Ça, oui, la CGT là-dessus a avancé fortement, puisque bon, y compris quand on prend dans notre région Gardanne, il y a quand même les salariés de l'entreprise qui sont en mouvement depuis plus d'un an pour que ça ne ferme pas, disent aujourd'hui il faut continuer à produire sur Gardanne, mais avec une notion il faut produire propre, hein, il faut arriver à faire. Donc ils ont sorti des plans, des propositions sur lesquelles il y a une résistance du nouveau patron de la centrale qui lui n'a pas envie d'investir quoi que ce soit. Donc la bagarre a fait que le gouvernement s'est mis un petit peu dans la truc et dans la discussion et a payé les études de faisabilité du programme que proposent les salariés de la centrale. Donc c'est déjà un point, mais bon, ça ne veut pas dire encore que le patron il va accepter d'investir. Mais voilà, aujourd'hui on est ça. Et puis je prends un autre aspect sur le secteur de Fos, où à l'initiative des syndicats CGT d'ArcelorMittal, il y a un collectif qui s'est monté sur la question de l'environnement, avec l'idée aussi, avec donc les syndicats des entreprises du bassin de Fos, des élus locaux, des associations vertes, etc., pour arriver à avoir une réflexion sur comment on peut produire propre, comment on peut récupérer le CO2, comment on peut avoir tout un tas de choses, et pour aussi être dans un terme de revendicatif vers l'entreprise, parce que bon, aujourd'hui l'entreprise tout peut paraître un peu plus environnemental oui, c'est le greenwashing, ouais. et bas carbone, mais bon, aujourd'hui il y a quelques économistes qui disent pour y arriver il faudrait qu'on double les investissements dans la production, et c'est effectivement un vrai enjeu. Aujourd'hui la CGT, on ne dit pas il faut continuer à produire dans n'importe quelle condition, on dit il faut produire propre. Ça s'oppose aussi à ce qu'à un moment donné on disait bon, si c'est une production elle est pas propre, ben on la ferme, mais bon, on sait que le capitalisme va la reconstruire dans un autre pays européen où la production sera la même, donc il ne faut pas qu'on fasse les choses. C'est ce que j'allais dire, vous avez pas l'impression d'avoir justement
deux discussions entre ce qui se discute au niveau du libéralisme, du gouvernement et tout ça, et ce qui se discute dans vos inspirations qui ont l'air, enfin, en tout cas humanistes, vous n'avez pas l'impression d'avoir deux groupes de travail qui vont complètement dans des sens différents? Enfin, c'est ce qui crée le déchirement aussi. C'est ce qui crée. C'est pas aussi facile que ça, effectivement. Mais et vous vous raccrochez à quoi? C'est pas pour avoir un discours pessimiste ou fataliste, mais à quoi vous vous raccrochez? Quel est votre espoir? Sur quoi vous reposez? Ça y est, il joue avec ses sons. Sur quoi vous vous reposez? Attention, messieurs, attention. Voilà, j'interviens vite fait. C'est 22h, c'est ça? Eh oui, mon ami, il est 22h. Donc maintenant, c'est fini de jouer. On va pouvoir poser des questions qui fâchent. Ouais, je sens que tu as une question qui fâche. Ouais. J'en ai une, en fait. J'ai une question qui me trotte dans la tête. Ça va nous coûter combien, cette merde? Oui, bonne question. Voilà, parce que en fait, il dit, moi je vais être clair, quoi. Il dit, ma facture d'électricité, ça fait quelques années, quoi. Elle fait que augmenter, et pas qu'un peu. Je pense qu'on est tous un peu pareil, là. Moi, spécialement, on m'a vendu le nucléaire comme une énergie peu coûteuse, relativement économique. Et en fait, je m'aperçois que le pognon, il est passé où? Tu peux augmenter le retour aussi, s'il te plaît. Ouais, si je veux. Ouais, non, en fait, ma question, elle tourne autour de ça, quoi. Il dit, combien à l'arrivée on va devoir débourser par personne, quoi, entre guillemets. Parce que là, actuellement, si je regarde ma facture d'électricité, bon, moi, je suis plus chez EDF, hein. Je suis passé à la concurrence, je vous le dis honnêtement, oui, je suis honnête, mais uniquement par souci d'économie. Mais le souci qu'il y a, c'est que si je regarde ma facture d'électricité, elle monte tous les ans d'à peu près 10%. Et je me suis même aperçu qu'en plus, je consomme moins. C'est-à-dire que d'année en année, je baisse ma consommation. Mais par contre, le tarif à l'arrivée, je me retrouve à toujours payer de plus en plus cher. Je pense qu'on est beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. C'est que c'est bien gentil de parler d'énergie renouvelable, de machin, un truc comme ça, mais moi, j'aimerais bien comprendre où est passé le pognon. Alors, je sais pas, Jean, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Enfin, est-ce que tu peux éventuellement nous aiguiller, nous dire, voilà, on s'est planté là-dessus, on a acheté ci, on a fait ça, on s'est trompé ou des trucs comme ça? Parce que là, moi, j'ai du mal à comprendre, en fait. Je comprends tout à fait que l'énergie renouvelable, c'est super important, tu vois. Mais je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui nous a fait un commentaire là-dessus. D'ailleurs, c'est Attila. Attila Hadès, que nous, on connaît bien. D'ailleurs, je lui fais un gros coucou et je lui souhaite bon courage dans ses péripéties. Oui. C'est par exemple, il dit, il y avait l'énergie marine. On a une entreprise pas très loin d'ici qui s'appelle Naval Group qui avait investi justement plusieurs centaines de millions d'euros là-dedans. Et puis à l'arrivée, ils ont tout jeté, quoi. Alors que ça fonctionnait, c'est ça le pire, parce que moi j'ai connu des personnes qui travaillaient justement en Naval Énergie et ils disaient, ouais, non, le truc il fonctionne. Bon, c'est un tout petit peu plus cher que prévu, mais ça fonctionne. Et puis on a l'impression qu'une fois que en fait ils se sont aperçus que ça allait coûter un tout petit peu plus cher, juste par souci d'économie, ils ont tout jeté à la poubelle. Alors ça a coûté cher au sein. Bon, Attila, il nous dit 42 millions d'euros, mais moi je crois que ça a coûté bien plus cher que ça. Voilà, quoi. Les énergies renouvelables, moi j'en veux bien, quoi. Mais si c'est pour qu'à l'arrivée ma facture soit multipliée par 3... Alors c'est marrant, parce que j'avais à peu près la même question. Tu peux encore augmenter un peu le retour, s'il te plaît? Parce qu'on est obligé de tendre l'oreille. Ouais, mais je fais ce que je veux, je suis en régie, d'accord. Vas-y, encore. Et là, ça va, là? Encore un peu? Là? Encore? Là? Parfait. Voilà. Ouais, je sais, je suis parfait. Oui, c'était un peu la question, parce que justement, dans ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, renouvelable, propre, environnemental, ok, mais ça va coûter plus cher. Donc c'est une réalité. Est-ce qu'on a un ordre d'idée de comment ça peut se répercuter là, tout ce qu'il vient de dire, tout ce qui aurait dû nous faire coûter, nous faire dépenser moins, comment ça se fait qu'on perd tout ça? On arrive à... Je disais, on crée la pénurie aujourd'hui. Oui. Donc, on crée la pénurie et on dit il va falloir compenser par de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, encore une fois, on n'est pas contre cette question-là. Mais la façon dont l'énergie renouvelable se met en place aujourd'hui va coûter plus cher. Alors, j'explique vite fait. Il y a eu déjà la période panneaux photovoltaïques. On mettait sur son toit de la maison des panneaux photovoltaïques et EDF a une obligation de rachat de cette énergie qui est produite. Alors, qui est produite plus cher que le nucléaire, que les barrages hydroélectriques, que les centrales thermiques classiques. Et cette obligation d'achat, elle est payée donc par EDF,
qui se fait payer, mais c'est expliqué dans le film, par la CSPE, et qui derrière, donc c'est l'usager qui paye. Donc, voilà, donc, alors en plus, là où ça pose problème d'énergie renouvelable telle qu'elle est proposée là, hein, encore une fois, quand on apprend qu'il y a du soleil, qu'on utilise l'électricité, le photovoltaïque, c'est très bien, mais quand on dit on va investir là-dessus, on va faire que ça, parce qu'il y a aussi ça qui monte dans la région PACA, il y a quand même un projet de dire qu'il faut que ce soit 100% renouvelable et 100% autonome. Assez compliqué à gérer. Bon, si on dit ça, ben, ça veut dire que quand il n'y a plus de soleil, par contre, on va remplacer l'électricité parce que la nuit, il faudra quand même s'éclairer, ou regarder la télévision, ou son ordinateur. Et donc là, on bute sur quelque chose, c'est qu'il va falloir remplacer par de la source carbonée, alors des centrales à charbon, non, on dit non aujourd'hui, mais des centrales thermiques ou des groupes à gaz, des choses qui vont rejeter du CO2 et qui vont aussi coûter. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait un barrage hydroélectrique, ça fait tant de mégawatts et c'est utilisé toute la 24 heures sur 24 en totalité. Quand on met un panneau photovoltaïque, on va l'utiliser que quand il y a du soleil, après il faut le remplacer par autre chose. Donc on met deux sources d'énergie de même puissance. Donc ça coûte, il faut aussi le rentabiliser. Alors, l'obligation d'achat qui avait été faite fait déjà que ça coûte plus cher. Et si on va sur du renouvelable, l'obligation d'achat, ça s'arrête. Là, il va y avoir d'autres choses. Mais si on va sur du renouvelable, ben, il va falloir aussi compenser chaque fois. Et là aussi, on crée une pénurie. Parce que quand il n'y a plus de soleil, du coup, on va chercher l'électricité. Donc, il y a deux choses qui se mettent en place. C'est le stockage d'énergie. Mais bon, batterie, globalement, il y a ça, y compris les batteries des voitures. Et il y a un projet de dire que les gens qui ont une voiture électrique branchée, on pourra leur pomper l'électricité, leur acheter l'électricité. Oui. Sur 16 millions de voitures, ça fonctionne très bien, ça marche. J'imagine. Et ensuite, la deuxième, ben, c'est l'effacement. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, vous effacez. Et là, le compteur Linky, il est fait pour ça. C'est-à-dire que le compteur Linky, à distance, on peut mesurer la consommation. S'il y a passé de production au moment T, à l'instant T, eh ben, on fait baisser les consommations des Français par le compteur Linky. Donc, c'est deux éléments. Et pour ce que les gens acceptent de consommer moins, on leur demande de faire attention à leur consommation, donc d'isoler mieux les bâtiments, ce qui n'est pas con non plus, mais qui demande après derrière un investissement que tout le monde ne pourra pas faire. Et on dit, bon, pour forcer les gens à investir dans l'isolation de leur maison, ben, on augmente le prix de l'électricité, donc voilà, avec tous les phénomènes. Donc on est dans un cercle vicieux. Alors, encore une fois, l'énergie renouvelable, il en faut. Mais l'énergie renouvelable qui coûte plus cher, c'est pas l'idéal. Alors, ça va même plus loin aujourd'hui, puisque dans le nouveau marché de nouvelles capacités renouvelables qui est en train de se mettre en place, la consommation dans la France a été divisée sur une année en tranches d'une demi-heure. Et on va demander à des gens, alors n'importe qui, ça peut être un lotissement, ça peut être une grande surface qui met des panneaux photovoltaïques, ça peut être quelqu'un qui fait un petit barrage hydraulique, enfin, de se positionner sur ces périodes d'une demi-heure. Dans le système capité, ça ne marche pas, ça, parce que le gars, il dit, moi, je vais produire quelque chose, mais si on n'est pas sûr de me le racheter. Donc, on est passé à une phase supplémentaire, c'est qu'on va payer à ces gens-là la disponibilité sur une demi-heure. Oui, d'accord. Le gars, il est gagnant d'entrée parce que qu'il vende ses kilowattheures, qu'il ne les vende pas, on lui paye sa disponibilité sur la demi-heure. Donc, ça favorise le marché. Mais tout ça fait déjà que c'est l'électricité qui sera plus chère que le barrage hydroélectrique ou que le nucléaire. Derrière, c'est des systèmes de régulation, des systèmes de contrôle, des systèmes qui vont aussi coûter du fric. Ah oui, c'est clair. C'est RTE qui est chargé de faire d'organiser tout ça. Et RTE, lui, il a un coût d'acheminement qui va monter. Et ce coût d'acheminement, il va être répercuté sur la facture finale des Français. Donc voilà, l'énergie renouvelable, si on la prend comme une notion de rentabilité financière, il y a tout un système qui se met en place qui fait que ça va coûter beaucoup plus cher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir du nucléaire, qu'il faut pas envisager d'en sortir, mais aujourd'hui, le nucléaire, c'est quand même une production de masse à un prix intéressant pour les Français. C'est aussi une énergie qui rejette le moins de CO2 aujourd'hui, donc qui est paradoxalement, dans l'urgence climatique d'aujourd'hui. Je pense qu'il faut garder le nucléaire. Peut-être qu'il faut en sortir dans le temps. Bon, il y a d'autres trucs, il y a ITER qui arrive, des choses. Mais voilà. Mais pour le moment, effectivement, si on dit on a réduit le nucléaire et on augmente le renouvelable, immanquablement, il va y avoir une augmentation des prix.
Et ton camarade là-bas, il va Oui, ça fait cher qu'au bout du compte. Je pense Alors il aura le choix de s'effacer, hein, il aura le choix de ne plus consommer. Quoi. Moi, je ne m'efface pas, moi. Bah, quand tu verras écrit Hercule sur la facture, tu comprendras. Hein, parce qu'avec Hercule... Comment veux-tu que je t'en un? Voilà. Voilà, totalement. Ouais. Bon, ok, d'accord. Je vois qu'on est parti dans la bonne direction, les amis. Ouais, hein. Du coup, ça descendra jamais l'électricité. Enfin, on ne peut que payer plus cher. Ah ben le marché de l'électricité, l'ouverture du marché, bon, rappelez-vous, Sarko, il a le nez qui s'allonge quand il dit les prix n'augmentent pas. Il n'y a pas que le nez chez lui. L'ouverture du marché de l'électricité, avec les contraintes physiques, les contraintes de régulation qu'il y a, ça ne peut que augmenter. C'est pas comme le yaourt, encore une fois, où le yaourt, on peut arriver à jouer sur les prix, à faire baisser le prix du yaourt, le prix de l'électricité, libéré, ça ne peut qu'augmenter. Aujourd'hui, bon, on le voit, ouverture du capital en 2004. Aujourd'hui, l'électricité a augmenté de 35% à peu près, et le gaz de 78-80%. Et puis c'est parti pour continuer. Donc. Alors si, la seule opportunité pour que l'électricité diminue, en fait, ce sont les taxes. Ce sont les taxes. Les taxes, c'est diminuer les taxes. Alors, si on arrive à jouer sur ce principe-là, on peut éventuellement, au niveau du consommateur, obtenir un résultat. Tout à fait, mais les taxes, c'est vrai que dans cette évolution des prix, la grosse partie, c'est les taxes, effectivement. Mais les taxes, encore une fois, quand on parle de la CSPE, contribution au service public d'électricité, c'est pour payer le renouvelable qu'on en achète au prix fort, c'est pour payer le système insulaire de service public, donc quelque part... Celle-là, à la limite, c'est pas la seule, a priori. Je veux bien la comprendre, ce principe-là, et puis c'est 16% de la facture. Ouais. C'est pas non plus... Bon, mais moi, je vois des gens, lorsqu'on fait le total, effectivement, des consommations, des taxes, des trucs, bon, ils ont consommé 90, ils ont payé 150, quoi. Ouais. Et la démarche comme ça... là, on n'est même plus dans une problématique technique, on n'est même plus dans une problématique de production, on est vraiment dans une problématique politique. Tout à fait. Alors nous, on réclame la CGT depuis très longtemps. On l'a obtenu sur l'abonnement d'avoir on considère que l'électricité c'est un produit de première nécessité, d'avoir une TVA à 5,5. Tout à fait. On l'a obtenu sur l'abonnement, mais sur la consommation, non. Et c'est vrai, quand on prend 20% de taxes, on prend la 20% de taxes sur les kilowattheures qui sont payés, plus sur la CSPE, plus sur les taxes communales, départementales, etc. Donc on prend une TVA. C'est une aberration pour moi. C'est complètement ce qu'on dénonce. Alors, moi, j'ai toujours dénoncé ce truc-là, mais on n'a jamais réussi à le faire bouger. Mais peut-être que c'est intéressant que justement les Français aujourd'hui disent oh. Oui, et je pense que ça fait partie justement des revendications qu'on entend quand on parle de justice fiscale et de justice sociale. Ça rentre dans ce cadre-là, c'est de dire à un moment arrêtez de nous dire on a consommé, parce qu'il y a une culpabilisation qui se fait tout de suite. Tu as raison, quand on dit il faut diminuer la consommation, mais on ne nous le présente pas comme ça. Ouais. On nous dit, si c'est cher, c'est parce que vous consommez trop et que vous comprenez, alors que quand on regarde 80% de la consommation, ça reste du professionnel et de l'entreprise, plus que du particulier. Mais on va quand même s'adresser au particulier pour dire, vous avez vu, si c'est cher, c'est votre faute. Donc c'est ça qui, à mon avis, faut... C'est pour ça que dans les dernières revendications qu'on a sorties, y compris de la Fédération de l'énergie, c'est qu'on revient sur un service public de l'énergie, mais qu'on mette aussi dans le service public de cette énergie la question de l'amélioration de l'habitat. Parce que l'amélioration de l'habitat aujourd'hui, bon, ça fait 3 gouvernements qui disent on va faire 500 000 logements, qu'ils n'y arrivent pas chaque fois. Et derrière, bon, c'est un vrai besoin d'avoir des bâtis qui sont mieux isolés. Alors sur le neuf, ça c'est en train de venir avec les nouvelles réglementations thermiques, mais sur l'ancien, c'est des gros travaux. Et là-dessus, bon, il y a celui qui peut le faire, celui qui ne peut pas le faire. Il y a des aides de l'État qui existent. Il y a quelques aides de l'État, mais qui ont été quand même rebaissées. En fait, c'est quand même, on n'est pas au niveau de quelque chose qui pourrait être une vraie incitation. Alors, je peux même dire qu'il y a un détournement de ces aides de l'État, parce que pour avoir quand j'ai été dans ma carrière commerciale, j'ai travaillé pour, oui, pareil, commercial. C'est pareil, c'est pour ça on dit que je suis escroc, mais j'étais. Non, on dit pas. Mais effectivement, on a une approche par rapport à ces aides de l'État. Moi, je me rappelle d'une méthode de vente qui est juste odieuse, où on arrivait chez les gens pour dire on va vous faire gagner de l'argent. Oui, parce qu'en fait, on leur mettait un crédit. Ce crédit payait un ballon par géothermie, une installation de quelques panneaux solaires et un peu de laine de roche dans la toiture. On leur disait regardez, c'est bien, parce que sur la durée du crédit, vous payez. Vous réduisez, et après, une fois que vous avez fini de payer, limite presque, vous donne de l'argent presque. Et quand tu faisais le calcul, en fait, tu t'étais pris un crédit à 15 000 €. Bon. Donc ces aides de l'État aussi, je trouve qu'elles sont très mal gérées.
d'autoriser la commercialisation, mais on en revient au problème qu'on disait tout à l'heure, c'est que dès qu'on commence à donner une commercialisation privée, privatisée à des personnes qui gèrent l'énergie, l'habitat, etc., la recherche n'est pas dans une optimisation, mais elle est forcément dans une capitalisation, dans un gain, dans du marketing. Exactement. Et puis après, il y aura celui qui jouera le jeu, qui va faire quelque chose dans le cadre d'intérêt général. Il y a celui qui viendra que pour faire du truc, de l'argent, et qui va après faire un peu tout n'importe quoi. Parce que là, ça commence on l'avait déjà vu sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, sur les maisons, là, mais on commence à le voir sur des gens qui ont pris le truc à 1 euro là, et qui se sont retrouvés aujourd'hui avec des situations avec un crédit, avec tout ça, quoi. Et alors effectivement, c'est pour ça qu'on dit il faut qu'il y ait une régulation par le service public, et que quelque part on soit sur quelque chose qui fixe des objectifs, qui va avoir un coût, mais qui quelque part sera beaucoup plus sorti de marché financier où il y a de l'argent à faire. Voilà, ça sera pour le bien de tous. À condition que les responsables du service public, en tout cas le gouvernement, sont en adéquation avec cet intérêt général. Parce que tout ce que tu dis là, c'est bien, mais enfin, à mon avis, que tu donnes aujourd'hui EDF dans les mains de Macron ou EDF dans les mains d'un banquier, bah voilà, hein, la réponse est dans la question. Exactement. Voilà. D'où le retour à l'entreprise intégrée, même si le retour sera certainement compliqué, mais bon, de plus en plus, y compris dans l'énergie, on a eu ce débat, hein, est-ce qu'on va vers un pôle public qui était l'idée d'avoir aujourd'hui de l'énergie, c'est des entreprises encore à 85% d'État comme EDF, puis d'autres entreprises qui sont complètement privées, qui sont dans le marché de l'électricité, avec cette notion de service public quand même qui existe encore un peu. Et on disait, bon, peut-être que le pôle public, on pourra donner une mission, une orientation que toutes les entreprises publiques ou privées sont des capacités de faire. On s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc on revient plus à une notion, revenons à une nationalisation, mais pas que du nucléaire, de la totalité, pour qu'on puisse vraiment retravailler la question de l'intérêt général. T'as une question, Watch ? Ouais, ça vous dirait de faire une petite pause ? Une petite pause ? Ouais, moi je vous propose de faire une pause. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Une pause énergétique. Pause énergétique. Non, je vais avoir quelques questions quand même à poser à Jean. Tout à l'heure, tu as parlé du Linky. C'est quoi cette merde ? Oui, tiens, merci d'y revenir. Je me l'étais noté dans un coin de ma tête. On va garder ça pour plus tard. Donc, il y a le Linky, on va en parler un peu. Il y a aussi un truc, moi, que j'aimerais bien parler, c'est en fait le nucléaire. Le nucléaire. Ouais, d'accord. On est d'accord que le nucléaire, on l'a payé X fois. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose que... Parce que moi, j'ai mon père, déjà, il travaillait dans le nucléaire à l'époque. Donc ça remonte à loin, hein, ça remonte dans les années 60. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on a l'impression que chaque fois, enfin chaque génération, on lui fait payer le nucléaire. Là, on nous annonce que bon, bah, y a Fessenheim qui ferme. Ça va coûter tant pendant 20 ans. OK. Mais tout ça, ça n'a pas été prévu avant. Alors, si je te réponds là-dessus... Non, mais prépare tes réponses tranquillement pendant la pause. Mais je crois que sur le nucléaire, on va avoir un petit sujet à creuser, parce qu'il y a ça, il y a les déchets nucléaires, il y a pas mal de petites choses à voir, quoi. Donc, je pense qu'on va essayer de creuser un peu le truc là sur le nucléaire. On va parler du Linky. Je pense que le Linky, c'est bien aussi d'en parler, parce que le Linky, c'est pas donné. C'est le cas de le dire, mais c'est pour faire quoi avec ça? Parce que les données qui sont... Là, il y a la CNIL et tout ça qui a été ressaisie, je crois, par rapport à ces données. Il y a quelques lanceurs d'alerte aussi qui se posent des questions parce qu'ils ont étudié le truc et puis ils se disent, bon, bah là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis surtout, il y a la façon dont on l'installe, quoi. Il y a des gens, ils se font installer un Linky sans même le savoir, quoi. Après, il y a aussi des sujets des fois qui remontent par rapport à ça, c'est qu'on parle souvent de privatisation, notamment dans le domaine de l'énergie. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les privés qui interviennent déjà chez EDF. Parce que on a un peu l'impression que c'est cette notion de sous-traitant qui vient avaler le passeur de marché, tu vois. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que les Bouygues et tout ça, là, dans le même temps qui font ITER et qui font tout ça, on a un peu l'impression qu'ils vous torpillent de l'intérieur. Enfin, c'est le sentiment qu'on donne, il faut dire ce qui est. Ces mecs-là, c'est pas des anges, quoi. Et tu travailles avec le diable, quoi, quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Et on a ce même sentiment à la SNCF. Tu vois, c'est comme Vinci sur les autoroutes.
Vinci, avant d'être, entre guillemets, propriétaire d'autoroutes, c'était eux qui étaient primo-traitants sur les marchés publics des autoroutes, quoi. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on parle un peu de ces boîtes qui, justement, investissent dans l'énergie et qui sont pas obligatoirement les plus gentilles de la planète. Ok. De toute façon, on va se faire une petite pause. Hein, je vous propose.